Le soleil d'automne se couchait doucement sur le petit village de Saint-Rémy-de-Provence, baignant les vieilles pierres dans une lueur dorée caractéristique de cette région du sud de la France. Maria Dubois, une femme de 60 ans au regard doux mais déterminé, contemplait son jardin depuis la terrasse de sa maison en pierre, une tasse de thé à la lavande entre ses mains ridées par le temps. Depuis le départ de son mari, la solitude aurait pu l'envahir, mais Maria avait trouvé un certain réconfort dans la routine paisible de sa vie provençale. Sa fille Sophie, installée à Paris, l'appelait presque quotidiennement, insistant pour qu'elle quitte cette campagne isolée pour rejoindre la capitale. « Maman, tu ne peux pas rester seule là-bas éternellement », répétait-elle avec une inquiétude à peine dissimulée dans sa voix. Mais Maria aimait sa vie ici. Chaque pierre de cette maison, chaque arbre du jardin portait l'empreinte des souvenirs qu'elle avait construits avec Pierre, son mari. Les villageois la saluaient chaque matin lorsqu'elle se rendait à la boulangerie, et ses roses avaient remporté le premier prix du concours local de jardinage 3 années consécutives. Cet après-midi d'octobre particulièrement fraîche allait pourtant bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer pour échapper au vent qui se levait, elle aperçut une silhouette familière qui remontait le chemin de terre menant à sa maison. Dimitri Laurent, un ancien élève du lycée local où elle avait enseigné pendant 30 ans, marchait d'un pas rapide vers elle, portant une grande boîte en carton qui semblait s'agiter. À mesure qu'il approchait, Maria pouvait entendre de petits gémissements provenant du carton. « Madame Dubois, » l'appela-t-il, légèrement essoufflé, « j'ai besoin de votre aide. » Ses cheveux noirs étaient ébouriffés par le vent, et ses yeux verts reflétaient une urgence qu'elle ne lui connaissait pas. Dimitri avait toujours été un élève calme et réfléchi, maintenant devenu garde forestier. Maria l'invita à entrer, et dans sa cuisine aux murs ocre, Dimitri posa délicatement la boîte sur la table. À l'intérieur, 4 petites boules de fourrure grise se blottissaient les unes contre les autres, tremblantes et apeurées. « Je les ai trouvées dans la forêt, » expliqua-t-il, « leur mère n'était nulle part. Ils n'auraient pas survécu seuls. » Le cœur de Maria fondit instantanément devant ces petites créatures vulnérables. Sans hésiter, elle prit le plus petit dans ses mains, sentant sa chaleur et les battements rapides de son petit cœur. « Ils sont magnifiques, » murmura-t-elle, alors que le petit animal se calait contre sa poitrine. « Je sais que vous avez un don avec les animaux, » continua Dimitri, « et votre maison, elle serait parfaite pour les accueillir, au moins temporairement. » Il hésita un instant avant d'ajouter, « Personne d'autre ne peut les prendre, et je ne peux pas les garder chez moi. » Maria observa attentivement les 4 petits, qui commençaient déjà à s'aventurer hors de leur boîte, reniflant l'air de sa cuisine avec curiosité. Quelque chose dans leur mouvement, dans leur façon de se déplacer, aurait dû l'alerter, mais à ce moment-là, tout ce qu'elle voyait était leur besoin désespéré d'amour et de protection. « Ils resteront avec moi, » déclara-t-elle avec une assurance qui surprit même Dimitri. Elle les nomma sur le champ, Théo, le plus petit et le plus curieux, Mistral, au pelage plus foncé, Tempête, la femelle au regard vif, et Caprice, le plus joueur des 4. Ce soir-là, après le départ de Dimitri, Maria installa un coin douillet pour ses nouveaux protégés dans la buanderie attenante à la cuisine. Alors qu'elle les regardait s'endormir, pelotonnés les uns contre les autres, elle ne pouvait pas savoir que sa décision allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de tout le village. Les semaines passèrent, et Maria observait avec émerveillement et une pointe d'inquiétude grandissante la rapidité avec laquelle ses protégés se développaient. Leur croissance semblait presque surnaturelle, leur comportement de plus en plus complexe et organisé. Ce qui l'avait d'abord charmé commençait maintenant à éveiller sa curiosité. Un matin, alors qu'elle préparait leur repas, elle surprit Théo et Mistral en train de communiquer par des grognements subtils, presque imperceptibles. Tempête et Caprice, postés aux fenêtres opposées de la maison, semblaient monter une garde silencieuse. Cette intelligence, cette organisation précise, ne correspondait pas à ce qu'elle connaissait des chiens domestiques. Sophie, lors de sa dernière visite éclair depuis Paris, avait manifesté une certaine appréhension. « Maman, tu ne trouves pas qu'ils sont différents ?» avait-elle demandé, observant les 4 créatures qui avaient déjà atteint une taille impressionnante. « Ils me rappellent plutôt des... » Mais elle n'avait pas terminé sa phrase, interrompue par le regard protecteur de sa mère. Les soirées devenaient particulièrement révélatrices. Quand la lune se levait sur la Provence, Maria entendait des hurlements lointains provenant de la forêt, auxquels ses protégés répondaient invariablement. Ces échanges nocturnes la faisaient frissonner, non de peur, mais d'une étrange fascination. Elle commençait à comprendre que ce qu'elle avait accueilli sous son toit dépassait largement le cadre d'une simple adoption d'animaux abandonnés. Un soir particulièrement mémorable, alors qu'un orage viol s'abattait sur la région,
Maria s'aventura dans le jardin pour sécuriser ses précieuses roses. Le vent soufflait avec une force inhabituelle, faisant craquer les branches des vieux arbres qui bordaient sa propriété. Soudain, Théo surgit de nulle part, la poussant violemment en arrière. Une fraction de seconde plus tard, une énorme branche s'écrasait précisément à l'endroit où elle se tenait. Tremblante, trempée par la pluie, Maria fixa Théo dont les yeux dorés brillaient dans l'obscurité. Comment avait-il pu anticiper? Comment avait-il su? Son regard intelligent, presque humain, la transperça. À cet instant précis, une certitude s'imposa à elle, ces créatures qu'elle avait recueillies n'étaient pas de simples chiens errants. Les jours suivants, elle commença à noter méthodiquement leur comportement dans un petit carnet bleu. Leurs habitudes de chasse coordonnées, leur façon de communiquer entre eux, leur réaction au bruit de la forêt. Tout indiquait une nature sauvage soigneusement dissimulée sous leur apparente domesticité. Dimitri, qui continuait ses visites mais de manière plus espacée, semblait mal à l'aise face à ces observations. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas trop. Commençait-il souvent, avant de s'interrompre, comme tiraillé entre le désir de parler et la nécessité de se taire. Les villageois, d'abord indifférents à ces nouveaux pensionnaires, commençaient à murmurer. Maria surprenait leur regard méfiant lorsqu'elle se rendait au marché. Madame Rousseau, sa plus proche voisine depuis 20 ans, avait même cessé de l'inviter pour leur traditionnel café du dimanche après-midi. Une nuit, alors que Maria ne parvenait pas à dormir, elle entendit un bruit inhabituel dans le jardin. Par la fenêtre de sa chambre, elle aperçut ses 4 protégés, alignés face à la forêt, leurs silhouettes découpées dans la clarté lunaire. Un loup solitaire émergea des bois, majestueux et sauvage. Les 4 jeunes s'inclinèrent légèrement, dans un geste de soumission qui n'avait plus rien de domestique. Le cœur battant, Maria réalisa pleinement ce que son cœur savait peut-être depuis le début, elle avait accueilli et élevé 4 louveteaux. Cette révélation, au lieu de l'effrayer, renforça sa détermination à les protéger. Mais elle savait que sa vie paisible de villageoise respectée venait de basculer irrémédiablement. Le printemps était arrivé en Provence, apportant avec lui non seulement les effluves de lavande, mais aussi une vague croissante d'inquiétude dans le village. Les rumeurs sur les « chiens » de Maria Dubois s'intensifiaient, alimentées par des observations de plus en plus fréquentes de comportements inhabituels. Un matin, alors que Maria faisait ses courses au marché local, elle sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Les conversations s'arrêtaient à son approche, remplacées par des chuchotements à peine dissimulés. Le boucher, qui autrefois lui réservait les meilleurs morceaux, la servit rapidement, évitant son regard. Madame Dubois l'interpella Jean-Claude, le maire du village, alors qu'elle quittait la place centrale. Pourrions-nous avoir une conversation? Son ton se voulait amical, mais ses yeux trahissaient une préoccupation évidente. Dans son bureau aux murs ornés de photos du village, il alla droit au but, plusieurs habitants s'inquiètent de la nature de vos animaux domestiques. Maria sentit son cœur se serrer, mais garda son calme. Mes chiens sont parfaitement socialisés, monsieur le maire. Ils n'ont jamais causé le moindre problème. Mais même elle entendait le tremblement dans sa voix, la fragilité de son mensonge par omission. Cette conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée de Sophie, qui avait fait le trajet depuis Paris après avoir reçu plusieurs appels inquiets des villageois. « Maman, » plaida-t-elle dans leur cuisine ce soir-là, « tu dois être raisonnable. Ces animaux, ce ne sont pas des chiens ordinaires, n'est-ce pas ?» Maria observa par la fenêtre Théo et ses frères et sœurs qui jouaient dans le jardin. Leur comportement était impeccable, mais leur nature sauvage devenait impossible à dissimuler. Ils avaient développé une routine nocturne de patrouille autour de la propriété, et leur hurlement à la lune ne pouvait plus être expliqué comme de simples aboiements. Un incident particulier vint cristalliser les tensions. Lors d'une promenade matinale, Tempête et Caprice avaient poursuivi un renard qui s'était aventuré trop près du poulailler de Madame Rousseau. Leur coordination parfaite, leur vitesse extraordinaire et surtout leur hurlement caractéristique avaient définitivement trahi leur véritable nature aux yeux des villageois. Dimitri, tourmenté par la situation qu'il avait involontairement créée, rendit visite à Maria. Dans la pénombre de sa cuisine, il avoua enfin, « Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas qu'ils étaient des louveteaux quand je les ai trouvés. Mais maintenant, nous devons penser à leur sécurité, et à la vôtre. » Les autorités environnementales commencèrent à s'intéresser au cas, alertées par des rapports anonymes. Un agent se présenta chez Maria, armé de questions précises sur l'origine de ces chiens et leur comportement. Elle réussit à maintenir la façade, mais comprit que le temps lui était compté. Sophie,
malgré ses réticences initiales, fut témoin d'un événement qui changea sa perspective. Perdue lors d'une promenade dans le bois adjacent, elle fut retrouvée et guidée en sécurité par la meute, qui forma un cercle protecteur autour d'elle jusqu'à son retour à la maison. Cette expérience la confronta à la complexité de la situation. Ces loups n'étaient pas de simples bêtes sauvages, mais des êtres dotés d'une intelligence et d'une loyauté extraordinaires. Le village se divisa progressivement en deux camps, ceux qui voyaient en Maria une menace à la sécurité publique, et ceux qui, témoins de la gentillesse et de la protection offerte par ces loups, commençaient à accepter cette coexistence inhabituelle. Mais les tensions continuaient de monter, et Maria savait qu'elle devrait bientôt prendre des décisions cruciales. Une nuit, alors que l'orage grondait sur la Provence, Maria fut réveillée par un comportement inhabituel de ses protégés. Les 4 loups, maintenant adultes, étaient en état d'alerte, leur regard fixé vers la forêt. Quelque chose approchait, quelque chose qui allait changer leur destin à tous. Cette nuit d'orage marqua un tournant dans l'histoire de Maria et ses protégés. Alors que la pluie battait contre les vitres de sa maison centenaire, les 4 loups manifestaient une agitation inhabituelle. Leurs yeux, brillant dans l'obscurité, fixaient obstinément un point invisible dans la forêt, leurs oreilles dressées captant des sons imperceptibles pour l'oreille humaine. Soudain, Théo, suivi de près par ses frères et sœurs, s'élança dans la nuit. Maria, le cœur battant, les regarda disparaître dans les ténèbres. C'était la première fois qu'il partait ainsi, sans hésitation, comme appelé par une force mystérieuse. Elle passa le reste de la nuit dans son fauteuil près de la fenêtre, attendant leur retour avec une anxiété grandissante. À l'aube, ils réapparurent, trempés et couverts de boue, mais étrangement calmes. Théo portait dans sa gueule un objet qui intrigua immédiatement Maria, un vieux carnet en cuir, ses pages jaunies par le temps mais miraculeusement préservées de l'humidité. À l'intérieur, des notes datant de plusieurs décennies révélaient l'existence d'une ancienne légende locale sur des gardiens à 4 pattes de la forêt. Dimitri, lorsqu'il apprit l'existence du carnet, devint livide. « Ce carnet appartenait à mon grand-père », avoua-t-il finalement. Il était garde forestier ici, dans les années 50. Il parlait souvent d'une meute spéciale qui protégeait ses bois, mais personne ne le croyait. Ses mains tremblaient en tournant les pages jaunies. Il disait que ces loups n'étaient pas comme les autres, qu'ils avaient une mission. Les jours suivants, Maria commença à noter des schémas dans le comportement de ses protégés. Ils semblaient patrouiller des zones spécifiques de la forêt, toujours aux mêmes heures, comme s'ils suivaient un plan ancestral. Plus surprenant encore, ils rapportaient régulièrement des objets, de vieux fragments de poterie, des pièces de monnaie anciennes, comme s'ils essayaient de reconstituer un puzzle historique. Sophie, initialement sceptique, se plongea dans les archives locales. Elle découvrit que la région avait abrité un ancien sanctuaire naturel, lieu de rituel pour les premiers habitants de la Provence. Les loups, selon les légendes locales, étaient considérés comme les gardiens de ces lieux sacrés. Un jour, alors que Maria suivait discrètement ses protégés lors de leur patrouille, elle découvrit une grotte cachée derrière une cascade de lierre. Sur les parois, des symboles ancestraux représentaient des loups veillant sur la forêt et ses habitants. Au centre de la grotte, un cercle de pierre semblait rayonner d'une énergie particulière. Le vieux Marcel, berger depuis plus de 50 ans dans la région, fut le premier à confirmer publiquement les soupçons de Maria. « Ces terres ont toujours été protégées », confia-t-il un soir, assis devant sa cheminée. « Mon père me parlait de ces loups spéciaux, plus intelligents, plus conscients. Ils ne sont pas là par hasard, Madame Dubois. Ils vous ont choisi. » Pendant ce temps, l'intérêt pour la propriété de Maria grandissait de manière inquiétante. Des étrangers commencèrent à rôder aux abords de sa maison, prétextant être des touristes égarés ou des photographes amateurs. Mais leurs questions trop précises sur les loups et leur comportement trahissaient des motivations plus troubles. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la Provence, tempête et caprice guidèrent Maria vers une clairière isolée. Là, dans la lumière dorée du crépuscule, elle fut témoin d'une scène extraordinaire, une meute de loups sauvages, émergeant des ombres, venait à la rencontre de ses protégés. Ce n'était pas une confrontation, mais plutôt une réunion, comme si 2 branches d'une même famille se retrouvaient enfin. L'arrivée d'un journaliste parisien dans le village marqua un nouveau chapitre dans la saga de Maria et ses loups. Laurent Mercier, reporter pour un prestigieux magazine environnemental, avait entendu parler de l'histoire inhabituelle de cette femme qui vivait en harmonie avec des créatures que tous craignaient. Madame Dubois, l'interpella-t-il un matin alors qu'elle sortait de la boulangerie, votre histoire pourrait changer la perception que les gens ont des loups. Accepteriez-vous de me parler ? Son approche était différente de celle des curieux habituels.
Il ne cherchait pas le sensationnel, mais semblait sincèrement intéressé par la dimension écologique de cette coexistence unique. Maria hésita longtemps avant d'accepter l'interview, consciente des enjeux. Dans sa cuisine parfumée aux herbes de Provence, elle raconta pour la première fois publiquement l'histoire complète, depuis l'arrivée de Dimitri avec la boîte en carton jusqu'aux découvertes récentes dans la forêt. Pendant l'entretien, ces 4 protégés restèrent étrangement calmes, observant le journaliste avec une intelligence pénétrante. Laurent nota leur comportement, ce ne sont pas simplement des loups apprivoisés, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de plus profond ici. La publication de l'article eut l'effet d'une onde de choc. La gardienne des loups de Provence, une histoire de coexistence extraordinaire, fit la une du magazine, attirant l'attention nationale sur le petit village. Des experts en comportement animal commencèrent à s'intéresser au cas, reconnaissant dans les observations de Maria des schémas uniques d'intelligence et d'adaptation. Sophie, convertie à la cause de sa mère, organisa une conférence à la mairie du village. Des biologistes, des environnementalistes et des spécialistes du comportement animal vinrent présenter des études sur l'importance des loups dans l'écosystème. Les villageois, d'abord réticents, commencèrent à voir la situation sous un nouveau jour. Mais la révélation la plus surprenante vint du vieux Marcel. Lors d'une soirée au café du village, il sortit de son sac un ancien livre de famille, ses pages cornées par le temps. À l'intérieur, des illustrations datant du XIXe siècle montraient des loups protégeant le village d'une catastrophe naturelle, guidant les habitants vers la sécurité. Ces loups, expliqua Marcel, ont toujours été les gardiens de notre région. Nos ancêtres le savaient, mais nous l'avons oublié. Il montra à Maria une page particulière où une femme, étrangement semblable à elle, était représentée entourée de 4 loups. L'histoire prit un tournant inattendu lorsque des chercheurs découvrirent que la forêt entourant le village abritait des espèces rares de plantes médicinales, préservées grâce à la présence des loups qui maintenaient l'équilibre de l'écosystème. Les 4 protégés de Maria semblaient avoir un rôle crucial dans la protection de ce patrimoine naturel. Un soir, alors que Maria et Sophie partageaient un dîner sur la terrasse, Théo et ses compagnons manifestèrent une excitation inhabituelle. Ils guidèrent les 2 femmes vers la grotte aux symboles anciens. Là, sous la lumière de la lune filtrant à travers une fissure dans la roche, un spectacle extraordinaire les attendait. D'autres loups, venus des profondeurs de la forêt, semblaient tenir une sorte de conseil. Cette nuit-là, Maria comprit enfin pleinement son rôle. Elle n'était pas simplement une femme qui avait recueilli des louveteaux abandonnés. Elle était devenue, sans le savoir, la gardienne d'un héritage ancien, une tradition de protection et d'harmonie entre l'homme et la nature qui remontait à des générations. Le village de Saint-Rémy de Provence n'était plus le même. L'histoire de Maria et ses loups avait transformé non seulement la perception des habitants, mais aussi l'âme même de cette communauté provençale. La maison de Maria était devenue un symbole d'harmonie entre l'homme et la nature, attirant des visiteurs du monde entier venus observer ce miracle de coexistence. Les autorités environnementales, initialement sceptiques, avaient fini par reconnaître l'importance de cette situation unique. Un statut spécial fut accordé à la région, créant une zone de protection naturelle où les loups pouvaient vivre en liberté tout en maintenant leur lien avec la communauté humaine. Sophie, qui avait définitivement quitté Paris pour s'installer près de sa mère, avait créé une fondation dédiée à l'étude et à la protection des loups de Provence. Les recherches menées révélaient chaque jour de nouvelles découvertes sur l'intelligence exceptionnelle de ces animaux et leur rôle crucial dans l'écosystème local. Théo, Mistral, Tempête et Caprice continuaient leur mission ancestrale, mais d'une manière plus ouverte. Ils guidaient régulièrement des groupes de chercheurs à travers la forêt, révélant des sites historiques jusqu'alors inconnus. Leur comportement démontrait une compréhension profonde de leur rôle de gardien, transmis à travers les générations. Un jour particulièrement mémorable, Maria organisa une célébration dans son jardin, réunissant villageois, chercheurs et défenseurs de l'environnement. Sous les étoiles de Provence, elle partagea son histoire, non plus comme une confession mais comme un testament à la possibilité d'un monde où hommes et animaux vivent en harmonie. Dimitri, libéré de son secret, était devenu un ardent défenseur de la cause. Il coordonnait maintenant un programme de conservation qui s'étendait bien au-delà des frontières du village. Ce que nous avons ici, expliquait-il souvent, n'est pas une anomalie, mais un exemple de ce qui est possible quand nous écoutons et respectons la nature. Les 4 loups, maintenant adultes, avaient établi un équilibre parfait entre leur nature sauvage et leur connexion avec les humains. Ils passaient leur journée à patrouiller la forêt, protégeant non seulement le territoire mais aussi les secrets ancestraux qu'ils renfermaient. La nuit, ils revenaient toujours auprès de Maria,
comme si leur mission de gardien s'étendait aussi à cette femme extraordinaire qui avait osé les aimer. La grotte aux symboles anciens était devenue un site d'études protégé, révélant peu à peu ses mystères aux archéologues. Les dessins sur ces parois racontaient une histoire millénaire de coexistence entre hommes et loups, prophétisant presque l'arrivée de Maria et ses protégés. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les champs de lavande, Maria observait ses loups jouer dans le jardin. Théo s'approcha d'elle, posa sa tête sur ses genoux, ses yeux dorés reflétant une sagesse ancestrale. Dans ce regard, elle vit tout ce que ces créatures extraordinaires lui avaient apporté, l'amour inconditionnel, la protection, mais surtout, un but plus grand qu'elle-même. Le village avait changé, tout comme Maria. Ce qui avait commencé comme un acte de compassion s'était transformé en une mission de préservation, un pont entre le passé et l'avenir. Les loups de Provence étaient devenus un symbole d'espoir, prouvant que la coexistence entre l'homme et la nature n'était pas qu'un rêve lointain, mais une réalité possible. Astérisque, chers auditeurs, l'histoire de Maria et ses loups nous rappelle que la magie existe encore dans notre monde moderne. Si vous avez été touché par cette aventure extraordinaire en Provence, nous vous invitons à découvrir d'autres récits tout aussi captivants dans notre collection. Pour ne rien manquer de nos histoires quotidiennes qui célèbrent la beauté de la vie et de la nature, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a ému, et partagez dans les commentaires vos propres expériences de connexion avec la nature. La magie de la Provence vous attend dans notre prochaine histoire, Astérisque.